9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, chaque mercredi, Elisabeth Lévy face à l'essayiste et professeur enseignant Thomas Guénolé. Rebonjour à tous les deux. Rebonjour. Il y a beaucoup de sujets. Et on est toujours à l'heure. Oui, d'accord, ça, on repassera. Bon, il est temps qu'on change le regard sur le viol. Petite phrase de Gisèle Pellicot, c'est la dernière semaine évidemment du procès. Il y a aussi un autre, on y reviendra tout à l'heure, il y a un autre procès, Pierre Palmade, en correctionnel, après ce qui s'est passé, vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, en février 2023, il avait percuté un véhicule sur la route alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. On en parlera tout à l'heure, mais on va poursuivre évidemment sur la mobilisation des agriculteurs et d'une façon plus générale, quoi. Est-ce que c'est la mondialisation, libre-échange, jusqu'où il faut aller? Est-ce que vous soutenez les agriculteurs, vous les comprenez, mais vous dites attention, il y a l'ensemble de notre économie, il faut revoir beaucoup de choses parce qu'il y a des accords potentiels avec l'Amérique latine. On commence, Thomas Guénolé, avec vous. Oui, déjà, je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui croient, franchement, que les gens de gauche, de manière générale, se foutent complètement des agriculteurs et de leurs problèmes. Ouais, et donc, vrai. je voudrais dire de manière parfaitement claire que je suis d'accord avec eux, que je les soutiens et qu'ils ont vraiment toute ma sympathie dans leur combat. Il y a plusieurs choses, à mon avis, qu'il faudrait faire pour répondre à leurs problèmes. Il faudrait déjà mettre des prix planchers imposés aux industriels et aux plateformes de grande distribution, parce que ça leur permet pas, là, aux agriculteurs à l'heure actuelle, faute de prix plancher, ils peuvent pas s'y retrouver par leur coût de production, et donc ils sont pris à la gorge. C'est la première chose à faire. Sauf qu'on avait dit, en fait, dans le cadre des échanges, c'est très compliqué. Mais l'année dernière, on avait essayé, souvenez-vous. Ça a existé, donc la preuve que c'est possible. Il nous faut un protectionnisme agricole, je le dis comme je le pense, c'est-à-dire le contraire du traité Mercosur. Il faut mettre des barrières tarifaires sur la concurrence déloyale des importations de malbouffe. J'ai pas particulièrement envie de manger du bœuf aux hormones brésilien, par exemple, je vous le dis comme je le pense. Et donc le protectionnisme, c'est du protectionnisme. T'en manges déjà de l'ukrainien, je pense. Non, mais je dis ça de manière absolument large, vraiment. C'est-à-dire que donc on peut le faire au niveau européen. En théorie, mais il n'y aura probablement pas d'accord européen là-dessus, et donc il faudrait qu'on fasse ce protectionnisme agricole au niveau français, et les traités européens le permettent, contrairement à ce que j'entends beaucoup, parce qu'il y a deux cas où on a le droit de faire du protectionnisme dans les traités européens au niveau national. C'est si c'est pour des raisons écologiques ou si c'est pour des raisons de protection des consommateurs. Et là, si on parle de malbouffe, voilà, et là donc on peut vraiment le faire. Je pense qu'il faut rétablir les quotas de production de la PAC, parce que vous vous retrouvez avec une situation, une espèce de cercle vicieux dans lequel, pour pouvoir s'y retrouver, on va faire une course à la production. Sauf que ça tire les prix vers le bas en augmentant l'offre, et vous vous retrouvez même dans des situations ubuesques dans lesquelles tout le monde produit de plus en plus, mais plus personne ne s'en sort. Et donc il faut rétablir des quotas de production comme on en avait il y a pas si longtemps. Les agriculteurs sont très divisés là-dessus. Alors moi je fais partie des gens, alors je fais pas partie des agriculteurs, mais je fais partie des gens qui sont d'accord avec eux là-dessus. Je vous remarquerai, j'essaye vraiment d'être concret. Bien sûr. Je pense vraiment, et là il y a beaucoup de petits exploitants qui vont être d'accord avec moi là-dessus, je pense qu'il faut réformer le système des aides de la PAC, parce qu'on ne peut pas donner pareil à l'hectare à un grand exploitant et à un petit exploitant. Il faut redistribuer les aides de la PAC au bénéfice des petits exploitants. Et puis, j'y reviendrai dans un deuxième temps, si on a le temps. Je pense qu'il faut mettre en place quelque chose qui est proposé par l'ONG Ingénieurs sans frontières et qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, qui permettrait de solvabiliser énormément d'agriculteurs dans toute la France, mais j'y reviendrai si on a le temps. C'est par des aides peut-être. La sécurité sociale de l'alimentation. Je ne vais pas répondre point par point au ministre de l'Agriculture de Sud Radio, d'autant plus que, je veux dire, a priori, certaines mesures me semblent mais ce que je voudrais, c'est plutôt qu'on parle du cadre global. D'abord, oui, il y a eu un dogme du libre-échange depuis des années, en tout, y compris pour les gens, y compris pour les êtres humains, si vous voulez, c'est-à-dire laisser faire, laisser passer, qui tend à dissoudre les nations et surtout qui a tué notre industrie pour aller très vite. En gros, évidemment, le libre-échange a tué notre industrie. Si vous mettez en concurrence des Chinois qui payent leurs salariés 3 € de l'heure et des Français, vous voyez bien qu'il y a un problème. Mais
Néanmoins, ça ne veut pas dire que le libre-échange n'a pas contribué à sortir de la pauvreté aussi des milliards de gens, comme le disent ses défenseurs. Mais sur les bienfaits des accords de libre-échange, je vous donne un seul exemple. On a signé il y a quelques années un accord avec la Corée. On devait leur vendre des tas de bagnoles. Alors eux, ils nous ont vendu ce qu'ils avaient à nous vendre. Je crois que c'est des produits agricoles d'ailleurs notamment. Mais nous, on leur a jamais vendu une bagnole, bien que officiellement le marché était ouvert, parce qu'ils ont intégré, eux, le Made in Korea, beaucoup plus que nous, le Made in France. Et j'en viens à cette question de la consommation. Le problème, c'est pas seulement l'agriculture, c'est que nous avons choisi une économie fondée sur la consommation plutôt que sur la production. C'est ça notre modèle. Nous subventionnons la consommation et les gens, si vous voulez, sont totalement schizophrènes. C'est de la même façon qu'ils veulent les usines en France, mais acheter leur iPhone au prix du travail chinois. Eh bien, ils veulent des agriculteurs, des paysans, parce que vous comprenez, ça c'est... Et je trouve pas qu'il y ait tant d'agri-bashing, les gens adorent les agriculteurs, mais vont acheter, même ceux qui ont les moyens. Ça vient de certains, c'est pour ça. Même ceux qui ont les moyens vont acheter leurs choses moins chères, leurs produits au supermarché. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Il faut dire la vérité aux Français. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et je termine juste en posant une question, parce que j'ai honnêtement pas la réponse. Moi, ce qui m'embête, c'est... Alors d'abord, on ne peut pas parler des agriculteurs. Il y en a qui sont ravis du Mercosur et tout ça, parce qu'il y en a qui sont des vrais industriels. Vous n'avez pas parfaitement raison. En plus, vous m'avez donné à lire un papier des Échos qui semble dire que les volumes qu'on pourrait apporter, les quotas, sont quand même peanuts par rapport à la consommation. Je parle des bovins. Mais bon, je lis dans la presse, mais juste sur les aides. En fait, notre problème, si vous voulez, c'est que quand l'Europe subventionne l'agriculture, évidemment, elle a une ambition. Elle veut industrialiser l'agriculture. Et donc, si nous ne voulons pas des fermes des 1000 vaches, si nous ne voulons une agriculture, effectivement, qui fasse du circuit court, etc., il faut, comme le disait Françoise de Gaulle là-dessus, je trouve son idée est intéressante, il faut sortir au moins une partie de la production agricole, des accords, il faut dire ça doit être en France. Nous avons besoin de le garder en France. C'est pas seulement économique, c'est culturel. Nous ne voulons pas d'un pays sans paysans, mais les Français doivent, pour tout ça comme pour le reste, vous ne pouvez pas réclamer d'un côté et dire je ne veux pas payer de l'autre. Voilà. Eh bien, pour compléter ce que vient de dire Elisabeth sur comment on pourrait faire ça exactement, sanctuariser une agriculture de qualité qui resterait en France, je mentionnais tout à l'heure la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, c'est proposé par l'ONG Ingénieurs sans frontières, c'est soutenu par des économistes comme Bernard Friot. Attendez. Vous allez être d'accord, je pense. Je suis pas sûr. Ça fonctionne comme les différentes branches de la Sécu, c'est-à-dire que vous payez une cotisation alimentaire comme il existe des cotisations d'assurance maladie. Ah oui, on n'en paye pas assez. Attendez, vous allez voir ce que vous allez avoir en échange. Qui paye Nous, les salariés, voilà. Imaginez que c'est une nouvelle branche de la Sécu, d'accord ? C'est une branche de la Sécu qui, au lieu de s'occuper de la santé, s'occupe de la bouffe. D'accord. On paye une cotisation alimentaire. En échange, on a droit à un panier alimentaire de 150 € par mois et par personne. Ça représente à peu près la moitié de la consommation alimentaire de la France. C'est vraiment énorme comme impact. Et le coût total serait 120 milliards par an à l'échelle de la Sécu. À l'échelle de la Sécu, c'est tout à fait solvable. Combien 120 milliards d'euros par an. C'est tout à fait solvable à l'échelle de la Sécu, dont je rappelle qu'elle a toute seule un budget qui est largement plus élevé. Non, je voudrais juste terminer là-dessus. C'est juste de dire... Je pense qu'Elisabeth va vous répondre et qu'elle n'est pas forcément d'accord. La cotisation en question, ça servirait à payer des petits exploitants bio conventionnés en termes de production et en termes de distribution. On a déjà des AMAP dans toute la France. Ça veut dire que tout le monde aura le droit de manger bien et de manger bio. Ça veut dire que l'agriculture française des petits exploitants sera solvabilisée et sauvée. Et ça veut dire que vous êtes dans un système de circuit court que vous évoquiez tout à l'heure, Elisabeth, et qui est par définition protectionniste puisque c'est nécessairement local. Laissez-moi vous répondre. Ça veut dire surtout que nous sommes en union. Ça veut dire surtout que nous nous retrouvons en Union soviétique. C'est-à-dire l'État doit nous soigner, l'État doit nous instruire. C'est pas l'État. Pardon. Excusez-moi. La Sécu, c'est pas l'État. Thomas. C'est public. C'est public.
Thomas. Si, c'est du mutualisme. Oui, c'est mutualisme. Je suis désolé. Ça veut dire que tu augmentes encore. Je suis désolé, moi, 40% ou 50% de mon revenu passe par les tuyaux de la redistribution. Ça veut pas dire que j'en bénéficie par ailleurs un peu, très peu, d'autre côté. Et j'ai pas envie de payer en plus. J'ai pas envie qu'on me paye à manger. Et je veux dire, il me semble que se nourrir avec son travail, c'est quand même le minimum de dignité que les êtres humains. Donc vous dites non, vous n'êtes pas d'accord pour payer effectivement. Je suis d'accord pour c'est exactement ça. Non, mais c'est la même chose. Je suis d'accord pour favoriser. Bien sûr. Je suis d'accord pour favoriser des producteurs, pas pour que l'État m'infantilise en me payant un panier. Mais enfin. Et puis quoi encore? Il va me payer mes fringues aussi. Il va me dire comment je dois m'habiller. Ah ouais, mais alors je coûte cher. Quand des mutuelles existent, vous criez pas au colcos, que je sache. C'est le même principe. Tu payes une cotisation et tu as quelque chose en échange. Sur les mutuelles, aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus élevé. Parce que justement, vous n'allez pas me dire que les mutuelles, c'est du communisme, on est clair là-dessus. Non, mais on parle pas ça s'appelle du mutualisme. Il se trouve que plus vous en ajoutez, plus vous réduisez la part des individus et surtout, vous faites comme si vous voulez, c'était bien de dire à tout le monde, l'État va s'occuper de ça. C'est pas l'État, je le répète. C'est la collectivité. La sécurité sociale, c'est pas l'État. La collectivité paye pour vous, d'accord. C'est pas l'État, c'est la collectivité. Oui. Les autres, c'est une démarche collective. Les autres travaillent pour vous et payent pour vous. C'est ça la vérité. Et la réalité, c'est qu'il y a une partie de la France qui travaille, de la France qui travaille peu, et l'autre qui trime pour la traîner à bout de bras. Donc je suis désolé. Non, je ne veux pas. Si vous voulez qu'en plus, je trouve que symboliquement. C'est-à-dire, les êtres humains, d'accord, c'est écrit dans la Bible, tu gagneras ton pain. C'est-à-dire, demander à la collectivité d'assurer ce que je mange. Et en plus, moi, si je veux manger de la malbouffe, je veux qu'on puisse manger de la malbouffe. Mais c'est s'organiser collectivement pour se nourrir au lieu d'aller acheter individuellement, c'est tout. Ouais, bon, voilà, c'était une idée. C'est un amas géant, il n'y a aucun problème. Une sécurité sociale de l'alimentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Tiens, vous pouvez d'ailleurs réagir. Je lancerai ça de nouveau sur les réseaux sociaux aussi. Mais merci, je suis très content. Et tous ceux qui défendent Thomas Guénolé, je noterai leur nom. Oui. C'est toi le KGB alors. Nous poursuivons dans un instant. Évidemment, il y a du débat. C'est animé, c'est agité, comme à chaque fois, mais c'est normal. C'est la vérité en face, on se dit les choses. Donc, bien sûr, vous avez déjà eu un repas, vous où vous dites les choses effectivement face à face entre amis, en famille, forcément de temps en temps ça parle un petit peu fort. Dommage qu'il n'y a pas d'assiette. Ouais, allez, à tout de suite sur Sud Radio. On se retrouve Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, vous pouvez réagir à ce que vous avez entendu. Une sécurité sociale de l'alimentation, c'est ce que proposait Thomas Guénolé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est-à-dire que, je résume Thomas, mais grosso modo, chacun paierait une cotisation, allez tiens, je sais pas, 100 euros, 150 euros, ça irait aux agriculteurs et en échange on aurait le droit à un petit panier, etc. Elisabeth Lévy a dit, moi je ne veux pas de cette ce collectivisme pour nous rappeler en fait un petit peu les colcos. Et moi j'ai répondu c'est du mutualisme, ça n'a rien à voir. Ouais. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une idée. Et moi, quand il y a une idée, c'est intéressant parce qu'en plus, on peut en débattre. Je précise juste pour les gens qui ont pris le débat en route que c'est le même principe que l'assurance maladie. On paye une cotisation d'assurance maladie et en échange, on a accès à un certain nombre de choses. C'est vraiment la même logique, sauf que c'est avec la bouffe. Oui, c'est vrai. D'accord, je veux aussi qu'on me garantisse mes chaussures alors. Alors, techniquement, rien n'empêcherait ce dispositif, mais non, on a besoin de chaussures. Qui peut vivre sans chaussures? Techniquement, rien n'empêche ce dispositif, mais je pense que c'est moins prioritaire que le droit à l'alimentation. Essaye de vivre sans godasse. Non mais alors, juste pour poursuivre là-dessus, la sécurité sociale, sur le papier, c'est très bien. Dans la réalité, ça fonctionne pas bien puisqu'en fait on est en déficit et on est obligé d'aller vers des mutuelles et aujourd'hui on va moins rembourser en fait des médicaments et ce sont les mutuelles qui vont s'en charger, qui viennent en fait d'ailleurs. Alors sur la question sur la question de la Sécu, d'abord il y a plusieurs questions qui sont posées. Il y a le périmètre de ce qu'on rembourse en termes de frais de santé. Il y a la question aussi de notre modèle de retraite qui est posée parce que vous avez un problème de vieillissement démographique de la population, je vous apprends rien là-dessus. Et déjà, rien qu'avec ces deux sujets, vous êtes à 80% du budget de la Sécu. Donc les autres sujets qui existent, qui sont accidents du travail et maladies professionnelles. Oui, je suis aussi ministre de la Santé de Sud Radio. Je dis ça pour Elisabeth. Il y a aussi les accidents du travail. C'est la branche vieillesse qui pèse de plus en plus. 40% à peu près. Et vous avez aussi les accidents du travail et maladies professionnelles et les allocations familiales, mais qui
qui pèse pas grand-chose comparé à ces deux mastodontes. Non, mais donc, plus ça, mais j'ajoute que le problème qu'on peut avoir, c'est la fraude sociale, non pas des usagers qui est minoritaire, mais des entreprises d'une part et des prestataires professionnels de santé d'autre part, puisque les entreprises, c'est tout ce qui est travail au black et tout ce qui est cotisation pas payée. On pourrait déjà avoir de l'argent et équilibrer les comptes avec ça. Bien sûr, il y a tellement J'ai rien contre les entreprises, mais celles qui fraudent, ça me va pas. Oui, non, mais attendez, c'est pas les entreprises forcément qui fraudent, ce sont aussi les particuliers. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est trop cher. Ils n'y arrivent pas et donc ils ne peuvent pas faire des travaux et engager en fait un certain nombre de choses. Et donc, résultat, ils vont vers ce travail en fait déguisé, quoi. Ce travail en black aussi. Non, mais beaucoup, ça existe. Non, donc c'est un peu comme Louis Boyard qui disait j'ai été obligé de dealer. Non, mais les gens fraudent, ils sont obligés, les pauvres. Non, mais écoutez, il y a des tas de gens honnêtes dans ce pays. Parlez bien dans le micro, il y a des tas de gens pauvres et honnêtes dans ce pays qui ne fraudent pas. Bien sûr. Quand Thomas Guénot, donc on n'est pas obligé. Je suis navré. Non, la vie est dure. Oui, d'accord, c'est comme ça. Et Thomas par ailleurs, Thomas nous dit les fraudes des particuliers, c'est rien. Mais non, c'est pas ce que je dis. C'est minoritaire dans le total. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est minoritaire dans le total. C'est-à-dire que vous avez à peu près, j'ai les chiffres en tête, vous avez à peu près les deux tiers. De toute manière, c'est une estimation parce qu'évidemment, à partir de moment où c'est une estimation due au conseil, machin chose, etc. C'est vraiment le truc du rapport. Mais c'est deux tiers, un tiers en fait entre les entreprises et les particuliers. Mais juste sur cette idée de la sécurité sociale. Donc, qu'est-ce que l'État ne va pas faire dans nos vies? C'est pas l'État, la d'accord. J'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la collectivité, c'est les autres. Tu vas pas me reprendre à chaque fois là-dessus. Non, mais c'est pas qu'est-ce que la collectivité? Qu'est-ce qui va Non, mais j'arrête pas à faire doucement, je suis interrompu tout le temps. Bon, donc, je veux dire, l'autonomie individuelle, à quel moment on demande aux gens de se retrousser les manches et de faire en sorte aussi de faire quelque chose et pour la collectivité de temps en temps et aussi pour eux. J'en ai marre qu'on assiste les gens en tout. Tiens, alors Elisabeth, Thomas, c'est Stéphane qui est avec nous de Bordeaux ou de la région bordelaise, qui est chef d'entreprise, qui veut réagir et qui vous a entendu. Bonjour mon cher Stéphane. Oui, bonjour, merci de me passer à l'antenne. Oui, j'avais deux petits éléments à vous apporter. Alors souvent, j'entends Monsieur Guénolé, je fais des bons. Je me demande, je connais pas sa formation. Il est économiste, non? Vous êtes économiste, vous êtes quoi? Moi, je suis politologue de formation, mais avec une grosse composante en politique publique, effectivement. Regardez-le, il ressemble à Lénine. Bon. Non, Stéphane, c'est pas intentionnel. J'avais l'impression qu'il se présentait sous la forme d'un économiste et j'entends rien d'un économiste. Je vous explique pourquoi. Bon, si vous commencez par les attaques personnelles, on va pas s'entendre. Je vous le dis tout de suite. C'est pas personnel, c'est restons sur le fond. Non, mais c'est votre façon de voir les choses et de les présenter. La première chose, c'est que souvent, en fait, on fait des choix un peu en noir et blanc. C'est-à-dire que c'est tout ou rien. C'est le service public ou voilà. Les choses fonctionnent à la marge. Alors, quand on vous entend dire que c'est qu'1,5%, donc c'est pas très grave. Ces choses-là, on les entend aussi pour les entreprises. Les taxations des entreprises, on se dit on va augmenter la taxe d'1,5% ou 2 ou 5%, c'est pas très grave. Souvent c'est sur le chiffre d'affaires, vous avez des entreprises qui font 4-5% de rentabilité, si vous prenez 2%, il y a plus de marge. En fait, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'entendais Thomas Guénolé nous expliquer que nous on est consultants en fait, juste pour la petite histoire, on est consultants auprès des entreprises. Et je l'entends souvent dire que on peut pas en fait avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ça c'est vrai. Mais son expression, c'est on peut pas en fait dépenser le niveau de dépenses publiques et puis d'un autre côté avoir des infirmières suffisantes et suffisamment de gendarmes et tout ça. Et ça c'est une lecture qui est absolument superficielle. Je vous explique, juste pour finir le raisonnement. Quand on arrive dans une entreprise, en fait, la première chose qu'on regarde, c'est le ratio entre les productifs et ce qui supporte la production. D'accord ? Donc quand vous arrivez dans une entreprise où vous avez 10 salariés, par exemple, si vous avez 4 personnes qui sont au support de la production, on se dit c'est beaucoup trop, parce que généralement les ratios c'est de 1 à 5. Vous voyez ? Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On supprime 2 administratifs, donc vous allez me dire ça va faire du chômage de plus. Mais pas du tout en fait, parce que vous supprimez 2 administratifs, donc vous diminuez les charges. Alors là je fais un parallèle avec le service public, vous pouvez tout à fait diminuer, taper dans les dépenses qui sont inutiles, tout en augmentant la production, c'est-à-dire si vous en supprimez 2 qui ne servent pas à grand-chose, eh bien vous pouvez tout à fait en salarier 1 de plus pour la production. Et c'est le malheur de notre société, et ça, enfin de notre société, notre organisation, en particulier française. Et c'est plus loin que ça, parce que sur les 2, vous supprimez
qui servent pas à grand-chose, généralement, il y en a un qui sert à quoi? Qui sert à emmerder ceux qui produisent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plus que rentable cette histoire en fait. Ouais. Non, mais voilà. Donc c'était juste pour répondre, je comprends pas cette simplicité de dire on ne peut pas diminuer les dépenses ou le nombre de personnes qui travaillent dans les fonctions publiques sans diminuer le nombre de personnes qu'on rencontre devant nous. Je parle des gendarmes, des infirmiers, tout ça. C'est absolument faux et c'est notre problème. C'est-à-dire qu'on a un support à la production qui est complètement pléthorique et qui sert à rien. Et des exemples, on peut vous en donner des dizaines et des dizaines. Stéphane, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu l'émission que j'ai fait lundi, qui était sur ce thème justement, avec un spécialiste qui était formidable, qui nous expliquait, qui parlait de la destruction de l'État. C'est-à-dire que on a mis des couches dans beaucoup d'endroits, sur le contrôle, et c'est ce qui se passe d'ailleurs en agriculture aussi, où il y a du contrôle et du contrôle et du surcontrôle et du contrôle de contrôleurs, et que par ailleurs on a détruit en fait tout le reste de l'État, tout ce qui était productif, les péchinets, nos entreprises, etc. Et résultat, aujourd'hui, on met des gens à contrôler alors qu'il n'y a plus grand-chose à contrôler. Voilà, bon, je résume, mais c'était ça. Avec, je vous donnerai le nom. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, d'une minute, parce qu'on a d'autres sujets. Thomas répondre, puisqu'il a été interpellé. Interpellé, non, mais là-dessus... Interpellé, c'est pas mal interpellé. Non, mais très brièvement, par rapport à notre auditeur, moi, je n'ai pas... Oui, voilà, Stéphane, je n'ai pas vraiment de désaccord avec ce qu'il vient de dire sur la nécessité d'évaluer sérieusement la productivité de la dépense publique, chose qui généralement n'est pas faite et qui permet d'identifier sur quoi on peut faire des économies ou au contraire sur quoi il faut mettre davantage. Je pense par exemple aux inspecteurs des impôts pour détecter la fraude fiscale, pour choper davantage les fraudeurs fiscaux. Ce serait pour le coup une dépense utile. Par rapport à ce que disait Elisabeth, d'une phrase également, je pense que le débat sur lequel vous nous emmenez, et je suis d'accord pour l'avoir, c'est très intéressant, c'est de dire qu'est-ce qui doit relever de l'économie de marché et de je me débrouille tout seul, et qu'est-ce qui doit relever effectivement de manière assumée du collectif, du fait que ce soit la société qui s'organise pour faire ça ensemble. Et donc il y a l'économie de marché et il y a l'économie socialisée. Et les deux existent dans ce pays. La sécurité sociale, c'est de l'économie socialisée. Et donc, moi je pense, je termine là-dessus, moi je pense effectivement que les besoins d'alimentation, pas les envies d'alimentation, les besoins, ça doit être socialisé et non pas chacun dans son coin. Moi, je ne crois pas. Mais c'est vrai, c'est notre désaccord. Je crois qu'effectivement les biens socialisés, l'éducation, la santé, etc., dans un degré divers d'ailleurs, c'est très bien. Je crois que à un moment, non, juste sur les économies en général. Si vous voulez, le problème, en fait, c'est qu'une fois que vous avez créé un poste, par exemple, à Strasbourg, il y a quelqu'un qui est chargé, il doit probablement avoir du personnel, de la mixité dans les cours de, récré, bien sûr. Non, mais je vous donne cet exemple. Il est payé par la mairie, ce monsieur. Probablement, il n'est pas tout seul. Donc, une fois que vous avez créé ça, vous comprenez bien que si, par extraordinaire, la maire de Strasbourg se disait j'ai fait une bêtise, c'est vraiment stupide comme truc, ils ont raison à Sud Radio, et je vais le supprimer, quelqu'un hurlerait à la mort parce qu'en 24 heures, c'est devenu un droit acquis. Allez, on poursuit dans un instant. Il est temps que ça change. Que ça change quoi ? Eh ben, c'est ce qu'on va vous dire dans un instant et je ne sais pas si vous serez d'accord. Vous allez voir ça, La Vérité en face sur Sud Radio, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, et ils acceptent toutes les remarques, comme Stéphane. Vous pouvez appeler, bien sûr, et discuter et dialoguer avec eux. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h51, Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé, et vous évidemment, 0826 300 300. Je rappelle que Sud Radio sera en direct du Salon des maires ce soir. Cécile de Ménibus, 17h à 20h, Philippe David, bien sûr, tous les deux, Philippe Bilger également, qui va les suivre, il les suit en fait à chaque fois. Non, mais alors là, vous allez voir... On sera en direct du Salon des buralistes, il y aura de l'ambiance. Des buralistes. C'est le salon des buralistes. Non, c'est le stand des buralistes. Le stand des buralistes. J'ai dit au salon des... Voilà. Mais c'est dans les salons des buralistes. Et vous avez raison, le buraliste, c'est vraiment le... c'est l'autre mairie. Non, mais c'est vrai. Très bien. Bonne expression. Bien souvent, il n'y a plus de mairie dans des communes. Elisabeth. Non, mais bien souvent, dans des communes, vous n'avez plus de mairie. Parce qu'en fait, la mairie est déplacée à une commune quand il y a un groupement de communes. En revanche, il reste toujours un buraliste où tout se passe. C'est le café, c'est les papiers. C'est le lieu de socialisation. C'est un lieu de socialisation. Bon, on en reparlera, évidemment. Demain, je serai d'ailleurs en direct là-bas, et notamment avec la Fédération des trucs qui marchent. Ça vous intrigue. Il est temps qu'on change le regard sur le viol. C'est ce qu'a dit donc Gisèle Pelicot, dernier jour des débats.
à son procès. Qu'est-ce que... Il y a la phrase sur le patriarcat aussi. Hein, où elle dénonce une société machiste et patriarcale. Mais elle dit en même temps, elle dénonce, il est temps qu'on change. Alors, d'accord, pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, d'abord, évidemment, j'ai le plus grand respect pour Madame Pellico. Je suis désolé, vraiment triste pour elle, ce qu'elle a subi. Mais j'en ai un peu assez, si vous voulez, qu'on m'explique que ce qui se passe à Mazan, le procès de Mazan et les viols avant, etc., sont le reflet de la société. On confond, comme d'habitude, les marges avec la norme. Dire il est temps qu'on change de regard supposerait que la société française est complaisante avec le viol. Eh bien non, c'est totalement faux. Et ça existait, c'était déjà le cas avant MeToo. Bien sûr, rien n'est parfait. Ni la justice, ni l'égalité. Il y a aussi des hommes qui sont martyrisés par leurs femmes, malgré l'égalité, malgré le patriarcat affreux. Donc rien n'est parfait. Mais ça fait fort longtemps. Moi j'ai grandi dans les années 70. Je n'ai pas grandi dans une société, si vous voulez, où les femmes étaient maltraitées de façon générale. Ça ne veut pas dire, encore une fois, il y a des problèmes. Mais en faire des accusés de Mazan, si vous voulez, Monsieur Tout le Monde, eh bien non. Monsieur Tout le Monde, il a peut-être, comme tout le monde, des envies troubles, des fantasmes, etc. Monsieur Tout le Monde s'empêche. Ouais, bon. Thomas Guénolé ? Oui, pour moi, il y a plusieurs sujets. C'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à la radicalité sur la façon de le dire qui peut exister dans ces débats. Attendez, faites simple. Non, pardon, excusez-moi. Ouais. Je vais vous le dire différemment. Il y a pour moi deux sujets qui existent de manière vraiment incontestable. Le premier, c'est le problème d'impunité des agressions sexuelles, et qui pose un problème d'efficacité et de sérieux et de rigueur dans le recueil des plaintes par la police. C'est un problème dont toutes les associations féministes parlent. Ça change quand même. Hein. C'est en train de changer. Je vous parle de problèmes qui sont en voie de résolution, donc c'est plutôt positif. Combien d'hommes se retrouvent en garde à vue parce que leur femme dit « il m'a frappé » même si c'est faux. Hein. Et ça suppose aussi que toute la chaîne pénale fonctionne, puisqu'il y a un problème de sous-recueil de plaintes, mais il y a aussi un problème de sous-condamnation par la suite. Et puis l'autre sujet qui est plus large et qui est moins les agressions sexuelles que un sujet plus culturel, j'allais dire, c'est le rapport au consentement. Et ça, il y a un vrai changement. Je l'observe moi avec. Je suis professeur et j'observe une évolution formidable chez les jeunes. C'est-à-dire que le fait de faire vraiment gaffe en tant que garçon sur le consentement des filles, c'est complètement rentré dans les mœurs chez la génération suivante. C'est une bataille qui est déjà gagnée dans la jeunesse. Il y a juste un retard à l'allumage, si vous me permettez, chez des générations plus âgées, dont la mienne d'ailleurs, qui en fait prennent le train en marche de cette évolution qui est très positive, qui est que on fait vraiment attention à avoir le consentement d'une femme quand on a des intentions. Moi, j'observe une évolution totalement déprimante chez les jeunes. C'est qu'ils font de moins en moins l'amour, et que moi je crois. Oui, la grande enquête INSERM, c'est NRS, et tout le monde s'est félicité, Libé trouvait ça merveilleux, quelle merveille, la fluidité, la flexibilité, tout le monde est à la fois homo, hétéro, tout ça, c'est merveilleux. Ce qu'il faut, c'est pas ça l'enquête, mais c'était ça le grand truc. Et le grand chiffre qui est quand même pour la première fois, au moins depuis les années 50, mais probablement depuis avant, le fait que les jeunes font moins l'amour, ont moins de sexualité, moins de libido, qui pour moi est un désastre anthropologique, eh bien on l'applaudit. Donc, et pour ce qui est des plaintes et tout ça, moi je pense que ça a beaucoup changé et qu'on est dans l'excès inverse aujourd'hui. Moi, j'en connais au moins 5. 5 d'accord, que leur femme a accusé, mais alors, de 1000 trucs. Ils se sont retrouvés en garde à vue, traités immédiatement comme des coupables. D'accord, je vous rappelle quand même que 80 ou 60% peut-être des magistrats sont des magistrates. Et je me tais. Merci. Non, bon, après, il faut dire que on pourrait parler la semaine prochaine de la sexualité. Il y a aussi, en fait, et alors donc, on va réparer les injustices on va réparer les injustices par d'autres. On ne refait pas le débat. Dans un instant, c'est Valérie Expert. On fera un débat sur ce sujet, évidemment, avec la fin du procès. Et sur l'évolution de la sexualité des Français, ça pourrait être pas mal. Oui, bien sûr, aussi. C'est un sujet sociologique. Éric Métayer est l'invité, vous savez, réalisateur, et l'invité de Valérie Expert, Gilles Gansman, et puis tout à l'heure, avec André Berkoff, Gilbert Collard, l'ancien député avocat, pour son dernier livre Indéfendable mémoire. N'oubliez pas aussi les vraies voix en direct du salon de l'agriculture, parce qu'on a beaucoup parlé d'agriculture, du salon des maires, et j'y serai également demain matin entre 9h et 10h.